On va aller à la pause, mais je vous demande de garder votre position d'écoute. On revient dès après cette page publicitaire. Ce studio, sur ce plateau, merci encore une fois de préférer Joma Media. Je suis dans ce studio avec mes invités, Dr Sila Abdoulaye et Dr Galissa Adi Diallo, tous spécialistes en droit, chacun dans son domaine bien entendu, mais de sommité intellectuelle quand même. Voilà, on est en train de parler de cette décision dite de solidarité sociale prise par le chef de l'État, en effet, pour faire face à la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité due à un contexte économique international difficile. Le colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la hausse du SMIC guinéen qui passe de 440 000 à 550 000 francs guinéens. Mais également, il a revu à la hausse la pension des retraités civils. Justement, on est en train d'en parler. La première question, je me tourne vers vous, docteur Adi. Est-ce que ça va changer grand-chose? Merci pour la question, mais est-ce que vous me permettrez un petit point sur la précédente question? Ce que je voulais dire, j'entends beaucoup de commentaires sur la CRIEF, mais j'invite quand même les gens à aller voir cette ordonnance qui a mis en place la CRIEF, notamment les articles 9 jusqu'à 14, voire 17. Ils comprendront mieux le fonctionnement de cette institution et surtout revoir aussi tous ces articles qui renvoient au code de procédure pénale. Oui, donc c'est important. Il est prévu que nous fassions une émission spéciale CRIEF pour montrer comment ça fonctionne, les différentes chambres et puis tout ce qui se passe, parce que c'est quand même une juridiction spéciale et puis qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Très bien. Mais on va le faire, une émission spéciale. Très bien. Très bien. Donc pour revenir à la question sur le SMIG, est-ce que cela sert à quelque chose? Je pense que oui, ça sert à quelque chose dans la mesure où ça permet d'augmenter, si on peut dire ça comme ça, le pouvoir d'achat des uns et des autres. Donc, moi, la question qui me taraude le plus par rapport à tout cela, par rapport à l'activité professionnelle en Guinée, c'est du fait que c'est une activité qui, de plus en plus, est informelle. Ça, c'est quelque chose de très préoccupant. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui m'ont fait savoir qu'ils travaillent depuis un certain nombre de temps, qu'ils n'ont ni contrat de travail, ni protection sociale, ni quoi que ce soit. C'est bien d'augmenter la base, on va dire l'indice salarial, l'indice de base, mais est-ce que le gouvernement aujourd'hui, ou en tout cas les autorités, on va dire ça globalement, ont la certitude que tous ceux qui travaillent parviennent à percevoir un salaire? J'ai entendu parler des stages qui durent des années. Oui, j'ai entendu parler des gens qui travaillent depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas de contrat de travail. C'est-à-dire, quelque part, c'est le boss qui décide de leur donner ce qu'il estime être leur dû, alors qu'il n'y a pas de contrat de travail. S'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas d'obligation réciproque d'une certaine manière. Parce que c'est le contrat de travail qui couche d'une certaine manière les responsabilités, les obligations de l'employeur et les obligations de l'employé. Donc, pour revenir à un exemple plus concret de quelqu'un qui m'a expliqué son cas, qui travaille et qui n'est pas du tout payé à la hauteur de ce qu'il fait comme travail. Donc, moi, j'inviterais le gouvernement, au-delà de l'augmentation de ce SMIC, qui est important quand même, parce que si on prend en comparaison la Côte d'Ivoire, ils sont à 537 000. Nous partons jusqu'à 550. Oui, on va en venir. On reviendra sur la comparaison dans la sous-région. C'est pas si mal. Mais les deux choses, moi, en tout cas, sur lesquelles je voudrais qu'on attire l'attention, d'abord, c'est quoi le pouvoir d'achat en Guinée? Est-ce que 550 000 permet aujourd'hui, avec l'inflation qui est mondiale d'une certaine manière, mais qui touche aussi la Guinée, et l'augmentation des denrées de première nécessité, est-ce que nous parvenons à couvrir les uns et les autres? Un sac de riz, ça coûte combien? Un bidon d'huile, ça coûte combien? Ainsi de suite. Est-ce que nous parvenons à couvrir les gens? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est revenir sur le formalisme même du contrat de travail. Il y a des salariés qui me disent, par exemple, qu'ils travaillent tant qu'ils sont en bonne santé. Dès qu'ils tombent malades, débrouillez-vous, voilà, moi je n'ai pas de personne, je trouverai quelqu'un pour vous remplacer, vous revenez, vous êtes obligé de chercher du travail. Donc, de ce point de vue-là, non seulement on perd en termes de ce qu'on appelle le dynamisme économique, c'est-à-dire dans le pays, mais également sur la protection des citoyens, sur la protection des travailleurs. Donc ça, pour moi, ce sont deux questions fondamentales sur lesquelles il faudra travailler. C'est un bon pas, mais il faut peut-être aller plus loin. Il faudra l'améliorer. Alors, docteur, une réaction avant qu'on ne passe. Est-ce que vous pensez que ça va changer grand-chose? Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, oui, je suis d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite par mon collègue. Mais je voudrais simplement rappeler la définition des concepts pour mes étudiants toujours. D'accord. Le SMIC, oui, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Garanti, absolument. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un État, c'est le salaire au-dessous duquel on ne peut pas payer un salarié. Il faut donc, ça veut dire qu'en Guinée, quand vous employez quelqu'un, vous le payez minimum 550 000 aujourd'hui. C'est ça. Absolument. Okay. Vous ne pouvez pas le payer en dessous de cela ou en deçà de ce montant-là. D'accord. Donc c'est à partir de là-bas jusqu'au-delà, en fonction des diplômes, en fonction de la nature du travail et des périodes de travail. D'accord. Ça, c'est le premier aspect pour camper déjà la notion de SMIC. Le deuxième aspect, il faut savoir que ça s'inscrit globalement dans la logique du droit du travail. Et qui dit droit du travail, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports de l'employeur avec ses employés. Donc de l'employeur ou des entreprises avec les salariés. Oui, c'est ça le droit du travail. Maintenant, comme il l'indique, ce droit-là, il mérite d'être renforcé. On a un code du travail, ça c'est vrai, le texte existe, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être respectés par les deux parties, notamment l'employeur et les salariés conformément au code du travail. Mais il y a assez de problèmes qui tournent autour de la chose déjà. Le premier problème, c'est que le contenu du code du travail n'est pas connu par les acteurs. Par les travailleurs pour la plupart. C'est ça, les acteurs du monde du travail, quoi. Les employeurs pour la plupart savent, hein? C'est ça. Mais ne le disent pas. Ceux qui sont allés à l'école. Oui, ça c'est vrai aussi. Voilà. Or, la grande majorité, n'oubliez pas, nous sommes dans un pays où 69% de la population n'est pas scolarisée. Donc les gens ne connaissent pas le contenu des textes juridiques. Et même ceux qui sont allés à l'école, tout le monde n'est pas juriste. Il n'y a que quelques-uns, s'ils ont eu la chance de côtoyer, qui ont plus d'informations. Donc ce n'est pas connu. Je parle en toute connaissance de cause parce que j'avais une ONG de vulgarisation du droit moderne guinéen. Ouais. Donc ça, il faut vulgariser davantage le contenu du code du travail. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Des gens travaillent sans contrat. C'est vrai que le contrat de travail peut être verbal ou par écrit. L'écrit facilite la preuve. Mais si vous n'êtes pas outillé, moi une fois j'étais dans une école privée. Le fondateur a voulu dire qu'il n'y a pas de contrat qui nous lie. C'est parce que j'étais juriste, je suis en mesure de me défendre, d'apporter des éléments de preuve que j'ai pu gagner cette affaire contre le directeur de l'école. Il est tombé sur la mauvaise personne. Il dit qu'il ne paye pas le dernier salaire, le 9e mois, parce que je n'ai pas enseigné le 9e mois, donc j'ai enseigné 8 mois, il me paye 8 mois. J'ai dit, j'ai été recruté pour 9 mois. En Guinée, l'année scolaire, c'est 9 mois. Donc le 9e mois, c'est soit vous me donnez du travail, j'effectue le travail, soit vous me payez le salaire si vous n'avez pas de travail à me donner. Mais les enseignants, ils travaillent 8 mois, on leur refuse le 9e mois de salaire et partent en vacances. Imaginez, les vacances en Guinée sont très longues. Parfois 5. Parfois 5, sans salaire. Il va vivre de quoi? De la misère. Toutes ces questions-là sont à réglementer. Et j'ai bien salué, excusez-moi, parce que allez-y. C'est un peu... Je tiens beaucoup à ces questions d'ordre social. C'est très important pour la grande masse populaire. J'ai salué la mesure qui a été prise récemment par le gouvernement pour harmoniser les frais de scolarité. Je pense qu'ils ont fixé ça à 150 000. Maximum. Voilà, maximum 150 000. Sinon, il y a des écoles privées qui font tout et n'importe quoi avec ces... Il y en a qui veulent s'enrichir avec les frais de scolarité à la rentrée en inscrivant les enfants. Donc, le fait de fixer à minima ces tarifs-là, ça a permis en tout cas à certains pères de famille de respirer un peu parce que vous avez les frais d'inscription à payer qui sont élevés. Vous avez parfois des tranches. On vous oblige à payer la première... Très souvent, c'est lourd. La première tranche, c'est à la rentrée. La rentrée pour les parents d'élèves est un peu coûteuse en Guinée. Maintenant, le montant du SMIC, si vous me permettez de me prononcer là-dessus, qui a été fixé à 550 000 désormais, qui est passé de 440 000 sous son Excellence le professeur Alpha Condé à 550 000 sous le colonel Mamadi Doumbouya. Merci bien.
En fait, quand j'ai reçu l'information qui avait été annoncée par le ministre du Travail, moi je pensais que c'était dérisoire. 550 000. Quand vous regardez le loyer en Guinée, une chambre salon, ça fait combien déjà? C'est difficile de trouver une chambre salon à 300 000. Déjà, les 550 là, ça couvre le loyer presque, dans la plupart des logements. Non, même pour votre transport, si vous devez quitter Lambagny pour Kaloum, ça ne vous fait pas le transport en fait tout le mois. Donc pour moi, je pensais que le montant était très très dérisoire. D'ailleurs, votre avis a changé? Au fait, ça n'a pas changé, mais ça a un peu... Ça a évolué. Quand j'ai fait une recherche, une analyse comparative... On va en venir. Vous trouvez que ce n'est pas mauvais, c'est ça? Non, au fait, c'est mauvais dans tous les États que j'ai Non, mais en Guinée, vous trouvez que c'est déjà pas mal, c'est ça? Je pense que c'est dérisoire. Alors, qu'est-ce qui existait avant qu'on ne mette en place le SMIC? J'imagine que quelque chose existait, parce que le SMIC a été une réalité sous le professeur Alpha Condé. Oui, je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a instauré le SMIC. Ça existe depuis un certain temps. Je ne saurais pas vous dire depuis quand exactement. C'est sous le professeur Alpha Condé. Voilà, donc du coup, moi ce que je voulais dire par rapport à cela, justement, c'est rebondir sur ce qu'il vient de donner comme élément. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est bien d'avoir donné la définition de ce qu'on appelle SMIC. Et dans d'autres pays, on appelle SMIC. La différence, justement, entre ces choses-là, c'est-à-dire le SMIC, justement, doit prendre en compte les éléments que vous venez d'annoncer. En fait, est-ce que concrètement, dans la vie quotidienne des Guinéens, qu'est-ce que 550 000 francs guinéens? On va se loger, on va manger, on va se déplacer, on va aller pour aller au travail, on va aller travailler, on va se vêtir, on va se va se soigner, étudier pour les enfants, ceux qui le sont, ou en tout cas ceux qui ont des enfants, sans même parler peut-être sur des questions de loisirs, de voyage, je ne sais pas moi, parce que ça aussi c'est une question fondamentale qu'on oublie souvent. Beaucoup de Guinéens ne connaissent pas la Guinée parce que justement ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. Mais vous allez me dire, ça c'est très secondaire, d'abord vous comprenez? Donc du coup, c'est par rapport à tous ces éléments-là qu'il faudra voir est-ce que le SMIC, il répond à ces exigences-là. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était un excellent point. Mais je pense qu'il faudra faire un peu plus. Et au-delà de ça, pour quelqu'un qui est très attaché aux questions d'ordre public économique, je vois que il y a une augmentation, on va dire, exponentielle des besoins des denrées alimentaires. Tout ce qui augmente ne redescend jamais. C'est-à-dire on va de plus en plus, du plus cher au plus cher. Il faut pas oublier que nous sommes un gros importateur. Exactement. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un autre travail aussi à faire dans ce sens-là? Parce qu'en fait, c'est que l'économie, ce qui est compliqué, c'est que c'est un tout. En fait, on peut amener ce tout-là et tirer ce côté-là, mais de l'autre côté, ça peut s'ébranler, quoi. Donc, il faut savoir que cette mesure, elle est bonne, à condition d'être peut-être accompagnée par un certain nombre d'exigences et de décisions. Docteur Sylla, avant que je ne retourne vers docteur Diallo, rapidement, qu'est-ce qui existait avant le SMIC? Et comment ça se passait? Ou bien il n'y avait rien, il n'y avait aucun dispositif, tu signes un contrat avec quelqu'un, tu veux lui donner 100 000, tu lui donnes et tu lui dis basta. Qu'est-ce que le Code du travail disait? Oui, au fait, le Code du travail exigeait un salaire. Vous savez, le Code du travail crée des droits et des obligations pour les deux parties, c'est-à-dire l'employeur et l'employé. Maintenant, parmi les obligations qui incombent à l'employeur, il y a le fait de payer le salaire à son employé, c'est-à-dire se donner travail à la fin du mois. Ses heures sont comptabilisées et il est rémunéré. C'est ce qui existait avant. Maintenant, comme il l'a mentionné, ça a été réglementé à un moment donné pour dire que personne ne peut payer un travailleur ou un salarié en dessous de tel montant. Vous voyez? Maintenant, c'est ce montant-là qui vient d'être réajusté par les nouvelles autorités. Et donc, avant, tu payais ce que tu voulais? Oui, vous entendez? Il n'y a aucune contrainte. Vous savez, les gens se disaient que, comme c'est le consensualisme, l'employeur s'entend avec le salarié, il tombe d'accord sur le salaire. Donc les gens disaient que c'est le consensualisme. Mais vous savez, même si on est dans un État libéral, dans un État capitaliste, mais quand même parfois le capitalisme à visage humain oblige les autorités à prendre des mesures sociales, il faut un libéralisme des mesures social, douces, c'est ça, humanisé. C'est ça, pour protéger ce qu'on appelle en économie les périphéries, les couches vulnérables.
Vous voyez, donc, quand vous regardez, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie bien le capitalisme à visage humain de la France. Vous voyez, c'est un État capitaliste, mais il y a beaucoup de mesures d'ordre social. Lui, il sait, avec les cartes vitales et autres, il y a beaucoup de mesures d'ordre social. Donc, en Guinée, l'État aussi peut prendre des mesures pour protéger ou en tout cas pour soulager les couches vulnérables. Parce que quand vous prenez le salarié par rapport à son boss, il est vulnérable. Voilà, c'est l'autre qui le paye, qui est en position de force. Donc le travailleur est en quelque sorte un peu vulnérable, même si c'est le consensualisme qui est mis en avant. Donc, mais il est vulnérable par rapport à son boss. Donc l'État peut prendre, pour moi, des mesures pour dire on va rehausser le montant quand même. Parce que tout ce que Dr Diallo a évoqué tout à l'heure, ce sont des réalités. On est en Guinée, les gens ont beaucoup de charges. 550 000 ne peut pas permettre à la personne lambda de joindre les deux bouts du mois. Mais si vous voulez, quand on met ça en lien avec les États de la sous-région, on comprend on va en venir. Alors, docteur, quelque chose à placer rapidement. Et en même temps, vous allez nous dire comment est-ce qu'on procède pour calculer le SMIC. Allez-y. Ok. Non, mais rapidement, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait docteur Sylla, c'est que il ne faut pas sous-estimer en fait la réalité. Nous avons un droit positif qui est assez, on va dire, immatériel d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il existe, mais on ne s'en saisit pas. Donc aujourd'hui, même les 400, c'était à combien? 440 000. Et cette décision vient d'être prise. Avant cette décision, on était à 440 000. Si vous interrogez les gens, ils vont vous dire qu'ils n'avaient pas ce montant-là, par exemple. Qui est-ce qui vérifie exactement qu'on ne paye pas en deçà de cela? C'est vrai quand même qu'on fixe des lois, mais il n'y a pas de dispositif. Qui est-ce qui vérifie? L'inspection, normalement, il y a l'inspection du travail. Oui, l'inspection du travail fait son travail. Là, je pense sous le contrôle d'un excellent ami qui travaille sur les licenciements économiques à qui je fais un clin d'œil. Donc, qui pourrait éventuellement pourrait très bien parler de ce sujet-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que qui est-ce qui contrôle exactement l'effectivité, on va dire, de ce prix de ce montant qui est fixé? Généralement, quand vous discutez avec les gens, tu leur demandes alors c'est quoi ton salaire? Ils disent ah bon, ça dépend, le boss, quand est-ce qu'il me donne, ainsi de suite. Donc c'est important de revoir le système, on va dire, de contrôle. Et c'est pour cette raison. C'est-à-dire, quand vous entendez contrôle, ce n'est pas que l'inspection du travail se déplace dans chaque entreprise, montrez-nous les contrats, machin. Il faut montrer-nous le salaire. Il faut qu'on passe par le formalisme. Ça pourra nous aider. Cela n'invalide pas le contrat oral, mais ça pourra nous aider à mieux contrôler pour